Nous allons continuer et terminer cette heure d'actualité sur Studio Kalita à l'occasion donc de l'Akba Omer par une discussion, on va dire, une discussion de Kodesh, un petit peu philosophique aussi, peut-être aussi, pour essayer de mieux comprendre qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on célèbre la Iloula aujourd'hui, donc à Méron, nous l'avons vu. Qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était celui qui est considéré comme le rédacteur du Zohar, le grand livre de l'ésotérisme juif. Et pour cela, eh bien, nous avons le plaisir d'être avec Patrick Muller. Rav Patrick Muller, bonjour. Bonjour à tous. Nous allons ensemble essayer de mieux comprendre quelque chose qui est, il faut bien l'avouer, assez difficilement compréhensible, parce que dès que l'on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, dès que l'on parle du Zohar, eh bien, il faut bien avouer qu'il y a une partie de ces explications qui peuvent nous échapper, qui échappent au commun des mortels. Alors tout d'abord, essayons de parler de la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai. On le situe, Rabbi Shimon Bar Yochai, on va dire dans la période de la révolte de Bar Korba, c'est cela ? Bonjour à tous. Après la révolte de Bar Korba au IIe siècle de notre ère, après cette période où la révolte a été terminée et où les Romains ont repris le dessus, ils veulent reconstruire Israël, le pays d'Israël, Eretz Israël, Yerushalayim, etc. Et effectivement, ils vont faire des réformes économiques, il va y avoir des différentes constructions, des ponts, un peu de tout. Et à cette époque-là, qui est encore celle de Rabbi Akiva... Rabbi Akiva est encore vivant. Rabbi Akiva est encore vivant. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est en fait un des grands élèves de Rabbi... Mais attention, c'est la deuxième fournée d'élèves, si l'on veut, parce qu'on sait que pendant la période de l'Homère, nous rappelons de la... Oui, on l'a commémoré. Des 24 000 élèves de Rabbi Shimon, de Rabbi Akiva qui sont décédés. Bon, de quelle manière, ça c'est une autre histoire. Parce qu'on dit qu'ils n'avaient pas respecté, ils ne s'étaient pas respectés l'un l'autre. Il y en a d'autres qui diront que ça c'est le côté un petit peu éducatif et un petit peu ce qu'il faut en retenir d'un point de vue de la morale, mais qu'en fait c'était des soldats de Bar Korba, ces élèves, parce qu'on sait très bien que Rabbi Akiva était lui une personne qui avait voulu faire monter la révolte. Lorsqu'on parle dans la Gada de Pessah, on parle qu'il se réunissait à Bnei Brak avec d'autres personnes, avec d'autres... Dont Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, non pas forcément. En tout cas, ce que je peux dire par là, c'est que c'était pas forcément des élèves, ces 24 000 premiers qui sont morts chez eux dans leur lit, mais peut-être des gens qui ont effectivement participé au combat, contre les Romains à cette époque-là. Donc on se retrouve à peu près à l'époque de Bar Korba, et une fois cette révolte se termine... On va dire vers 150 à peu près, au deuxième siècle, donc vers l'an 135. À cette époque-là, il y a d'autres élèves qui vont apparaître, puisque les premiers ont disparu. Donc il y a d'autres élèves qui vont être ceux de Rabbi Akiva. On va avoir, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a qui sont des élèves, des principaux élèves. Alors on a Rabbi aussi, on a Rabbi Yehuda et on a Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on nous raconte... Qui sont des Tanaïm qu'on va retrouver dans la Gemara. Exactement, qu'on va retrouver dans la Mishnah. Et ces gens-là, donc qui sont très versés dans l'étude du Talmud, enfin qui sont à la base, et non pas du Talmud, mais plutôt même de tout ce qui précède, donc tout ce qui est la Mishnah, ce sont des gens qui se réunissent chez Rabbi Akiva et qui discutent entre eux de la direction à prendre contre le nouvel l'envahisseur romain. Une fois que il n'étudie pas la Torah tout le temps. Voilà. Alors, ce sont des gens qui ont les pieds sur terre, qui ne veulent pas seulement s'enfermer dans leur étude, mais qui sont encore à une époque où il y a des désirs de vouloir reprendre le pouvoir en Israël. Donc la révolte de Bar Korba n'a pas réussi. Et il y a des personnes comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou d'autres qui vont parler, qui vont essayer de parler non pas en la faveur du pouvoir romain, mais contre ce pouvoir, et qui voudraient essayer d'être un contre-pouvoir à ce pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle
Rabbi Shimon va être poursuivi par ce pouvoir romain et donc va d'abord se cacher dans son Beth Midrash, et après que ce soit plus suffisant, il va aller plus loin, il va aller dans cette Mehara. Dans cette grotte. Dans cette grotte, voilà. Dans cette grotte qui est celle dans laquelle va se passer la suite de l'histoire, et où Rabbi Shimon va justement commencer à à penser, à formater toutes ses connaissances et être celui qui va être à la base de ce qu'on va appeler par la suite le Sefer HaZohar, le livre du Zohar, et toute la Kabbalah qui va en être la suite. Alors, on ne sait pas exactement si dans cette grotte, pendant les 12 premières années où il se trouvait dans cette grotte, et après l'histoire raconte dans la Gemara qu'il est rentré à nouveau dans une deuxième période. On ne sait pas exactement si c'est vraiment pendant ce temps-là, pendant ces 24 années, qu'il a rédigé tout le Zohar. Mais effectivement, on peut dire le socle du Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui le rédige à ce moment-là. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qu'on appelle la Torah Tanistar, donc tout ce qui est l'ésotérisme. L'ésotérisme, exactement, c'est quelque chose qui a sa nature et sa source au moment du don de la Torah. Torah mi Moshe mi Sinaï. C'est-à-dire que toute la Torah a été donnée par Moshe, que ce soit la Torah écrite et la Torah orale. La Torah orale parce que la Torah écrite et la Torah orale, ça on le comprend très bien, on dit même Ve'elea Mishpatim, il y a tout a été donné au Sinaï, mais même l'ésotérisme juif, même le Zohar. Orale, ce sera quoi? La Torah orale, ce sera aussi le Talmud, tout ce qui va être écrit dans le Talmud, mais ça c'est une partie. Il y a la partie ésotérique de la Torah, donc tout ce qui va être par la suite la Torah Takabala, la Torah Tazor et la Torah Takabala, qui elle aussi fait partie de cette Torah que Moshe reçoit au Sinaï. D'accord. Alors ça c'est important de le souligner, mais d'abord je voudrais savoir si à ce moment-là, c'est-à-dire au IIe siècle, on comprend que Rabbi Shimon Bar Yochai a une capacité particulière parmi tous les autres rabbanim de cette époque, cette capacité de comprendre, on va dire, les sodotes de l'ésotérisme juif, qui n'est pas apparemment de prime abord à la portée de tout le monde. Je pense qu'il est certain qu'il n'était pas le seul à en avoir ses connaissances, mais son mérite a été justement d'être le premier à écrire ce Zohar, ou à mettre par écrit, ou de faire d'une manière shitatite, c'est-à-dire d'une manière structurée par écrit, une manière structurée, ce qu'on appellera par la suite le Sefer HaZohar. Au niveau de l'histoire, après Rabbi Shimon Bar Yochai, qui récupère le Zohar, il semble qu'il y a une période, on va dire un grand vide de plusieurs siècles. Là, on parle peut-être parler même d'un millénaire entier, jusqu'à ce que l'on commence concrètement à étudier le Zohar. Qui est le premier on va dire, alors là, on est déjà dans l'époque des Rishonim, on est dans l'époque qui est le premier qui reprend, on va dire, le flambeau du Zohar. Bon, je pense que ce qu'il faut, c'est peut-être pour essayer de comprendre pourquoi justement la Torah du Zohar n'a pas été celle de tout un chacun pendant plusieurs siècles. Il faut comprendre que la Torah du Zohar est très liée à la vie du peuple juif sur sa terre. Comme je l'ai décrit auparavant, c'est du fait de la révolte de Rabbi Shimon Bar Yochai contre l'Empire romain qu'a eu lieu, de ce fait, il a eu besoin de se cacher dans cette grotte. Et ça veut dire qu'il y avait un désir profond pour Rabbi Shimon Bar Yochai, déjà à cette époque-là, de revivre complètement la vie du peuple juif en Eretz Israël. C'est-à-dire le peuple juif a perdu d'Israël et l'indépendance d'Israël. Le peuple juif perd sa souveraineté. Et là, il y a à travers... du fait qu'il perd sa souveraineté, il va y avoir une espèce de contraction, de repli à l'intérieur de lui-même. Rabbi Shimon Bar Yochai est dans sa grotte, et de cette manière-là, il va, justement comme on se trouve un peu dans ce monde caché qui est ce monde de la grotte, de la même manière, il va y avoir une espèce de flamme intérieure qui va lui permettre de mettre à jour toute cette Torah qui est la Torah ésotérique, le sens caché de l'étude de la Torah. On peut dire qu'il y a alors deux écoles. On peut dire il y a l'école de Rabbi Shimon Bar Yochai et l'école de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est-à-dire il
y a l'école de Yavne. Dans la Torah, il y a toujours jusqu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la Torah Taniglé, c'est-à-dire la Torah qui est celle du Talmud, tout ce qui est un petit peu la Torah. Non, la Torah, comme j'ai expliqué avant, tout est révélé. Mais disons, ce qui sont un petit peu toutes les lois sociales, pénales, etc., religieuses de tous les jours. Cela, c'est ce qui est décrit dans le Talmud. Mais d'un autre côté, il y a le sens profond et le sens caché, surtout le sens profond de ces choses. Pourquoi ces choses-là? Pourquoi faire cela? Alors, on peut donner toutes sortes de raisons par la raison, mais on peut aller plus loin. Et à ce moment-là, il faut être ouvert à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est justement la Torah Zohar et la Torah de la Kabbalah. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, la Torah à Kabbalah, le Zohar, c'est un livre qui a pour objectif, et c'était peut-être l'un des objectifs majeurs de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'essayer de retrouver cette souveraineté juive d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas de poser des jalons d'un retour de la souveraineté juive. Quelque part, est-ce qu'on peut dire, ou ce serait exagéré de le dire, que c'est un peu le précurseur de ce que l'on pourrait appeler la Torah Eretz Israël du Rav Kook aujourd'hui? Exactement. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre pleinement sa vie sur sa terre et comprendre le pourquoi de sa vie sur sa terre, du peuple juif sur sa terre, il faut absolument être lié, comprendre ce que sont les sens profonds de la Torah, ce qu'est d'une certaine manière peut-être un plan qui est celui du divin pour son monde, pour son peuple, et pour le monde entier, pour l'humanité entière. Et pour cela, on a besoin de connaître ce qui sont un peu les sources de la Torah, mais les sources d'un point de vue ésotérique de la Torah. Le Rav Kook s'inspirait du Zohar? Bien sûr, bien entendu. Tout ce qui sont, il le dit lui-même au début de son Sefer Oroth, de son livre de Oroth, il est absolument impossible de comprendre l'importance d'Eretz Israël si l'on ne connaît pas, si l'on ne possède pas tout ce qui est justement la Torah Kabbalah. Alors, entre Rabbi Shimon Bar Yochai et le Rav Kook, il y a eu, on va dire, ceux qui ont assis, on va dire, cette Torah Kabbalah, qui ont développé l'enseignement de la Torah Kabbalah. Et bien entendu, lorsqu'on parle de Kabbalah, on doit monter pas loin de Méron, mais à Tzfat, avec le Hari, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Moshe Cordovero, tous ces... C'est-à-dire que la Torah du Zohar a toujours existé, la Torah Kabbalah a toujours existé. Comme je l'ai dit avant, elle a commencé à partir de Moshe au Mont Sinaï. Et ensuite, elle s'est transmise de génération en génération jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a eu le mérite de la structurer, de structurer cette Torah. Mais ensuite, du départ du peuple juif de sa terre, et le fait qu'il se retrouve parmi tous ces en exil pendant des siècles entiers, cette chose-là ne va être là pas que d'une partie, que de certaines personnes, ce qu'on appelle peut-être les Yichidei Sgula, qui sont des gens privilégiés. Et effectivement, au XIIIe siècle, donc plus de 1000 ans après, 1200 ans après, ça va commencer à réapparaître. On voit déjà des traces chez Nachmanide, le Ramban, dans son explication des 5 livres de la Torah. Ensuite, on va voir cela apparaître de manière bien plus présente chez, justement, comme vous l'avez précisé, Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Ensuite, à ces époques-là où il y en aura bien d'autres, moi je ne dis pas forcément dans l'ordre, il y a le Ramchal, Rabbi Moshe Luzzatto, il y a le Besht, c'est-à-dire le Baal Shem Tov. Chacun de son côté, un côté un petit peu chassidide, un côté un petit peu plus... Il y a aussi le Gaon de Vilna, le Gra, et à ce moment-là, il y a aussi le Baal Hatanya, c'est-à-dire le Chabad. Des Chabad. Et on va arriver de cette manière-là, et effectivement, Rav Kook. Mais par exemple, quand on parle d'autres personnes, comme le Maharal de Prague, comme le Rabbi Yehuda Halevi, tout ça, c'était des gens qui possédaient cette Torah. Et pour écrire ce qu'ils ont écrit, il fallait, le Maharal ramène une fois ou l'autre, très rarement, mais il ramène un petit peu le Sefer HaZohar. Donc c'est quelque chose qui a toujours été présent chez ces grands sages d'Israël, mais ça ne reprend présence véritablement dans l'étude juive qu'à partir du moment où va se révéler, justement, on en a pas parlé, mais un des élèves du Rabbi Moshe Cordovero, si on peut appeler ça de cette manière-là, le Harizal. Et le Hari va, par l'intermédiaire de son élève Rabbi Chaim Vital,
et ensuite par la suite le Rabbi Shmuel Vital, qui est le fils de Rabbi Chaim Vital, vont mettre par écrit cette Torah, et de cette manière-là, de plus en plus, ça va être étudié justement en fonction du rapprochement de ce peuple juif de sa terre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déjà, d'une certaine manière, plus librement étudié. En tout cas, ce ne sont peut-être plus que des privilégiés extrêmes, c'est quelque chose qui existe déjà chez... Quelque part, donc, on ne pouvait étudier le Zohar qu'en Eretz Israël, et c'est la raison pour laquelle des gens comme Rabbi Chaim Vital, en tout cas, à une époque où ce retour, où la providence divine, où Dieu justement veut commencer à ramener son peuple en Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'on a étudié ça à Tzfat à cette époque-là, à l'époque du Hari et un peu par la suite. Et au fur et à mesure des siècles, c'est quelque chose qui s'étudie de plus en plus. Et aujourd'hui, effectivement, en Eretz Israël, vous trouverez ça. Hein. Bon, il faut étudier ça d'une manière très avec beaucoup de précaution. C'est pas quelque chose qui doit être donné à chacun. Bien qu'aujourd'hui on trouve un peu n'importe quoi, mais si ça va être fait d'une manière sérieuse, il faut d'abord avoir passé quelques dizaines d'années à apprendre autre chose. Je sais pas moi, à s'être assis dans une yeshiva ou dans un autre endroit où on étudie la Torah, mais pendant une dizaine avoir appris le niglé. Oui, comme dit Chazal, il faut avoir rempli le malais et Christo. Mais à Gemara, mais à Poskim, mais ce n'est qu'après, qu'une fois qu'une personne peut-être d'une certaine manière a pris une certaine envergure avec ces choses-là, a une certaine doucha, tehara, etc., il peut approcher ce genre d'études, mais pas avant. Eh bien, merci beaucoup, Rav Patrick Muller. Merci beaucoup. C'était particulièrement passionnant de discuter avec vous donc de Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'au Rav Kook, du Zohar, de la Torah du Niglé, du Har Sinaï jusqu'à la Torah du Nistar. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, on peut le dire, dans le cas précis, sur cet enseignement particulièrement riche et que l'on ne connaît pas assez. Merci d'avoir été avec nous et Chag Sameach. Merci à vous, Chag Sameach.